Bonjour et bienvenue au forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale, qui est un forum du Centre international pour les journalistes CFJ, qui est basé à Washington, aux États-Unis. C'est le 68e webinaire que nous organisons. Et ce webinaire reçoit aujourd'hui pour inviter M. Camille Alouin, avec qui nous parlerons de comment organiser sa veille journalistique, comment s'informer correctement sur Internet, comment s'informer sur les réseaux sociaux, comment dénicher sur Internet des informations utiles pour votre travail, des informations qui auraient pu vous échapper, comment diversifier vos sources d'informations et comment être sûr de trouver l'information dont on a besoin quand on navigue sur Internet. Bonjour, Monsieur Alain. Bonjour. Vous êtes professeur au département de communication sociale et politique de l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes ancien enseignant-chercheur à l'IAE de Poitiers et spécialiste des réseaux sociaux, ingénieur R&D et consultant en communication numérique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci encore d'être avec nous pour partager quelques conseils sur la façon de pratiquer une veille journalistique qui soit performante et réussie. Ce webinaire est organisé par le forum de l'ICFJ. C'est un forum qui existe en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Kosti Balao, le directeur du forum en français. Nous avons plus de 10 000 journalistes dans nos forums et plus de 2 500 dans le forum francophone. Nos forums visent à offrir aux journalistes du monde entier des ressources, des opportunités, des formations gratuites, des ateliers en ligne et tout ce dont ils ont besoin pour mieux travailler en cette période de crise sanitaire. Si vous êtes journaliste, si vous nous suivez pour la première fois, je vous invite à rejoindre notre groupe privé sur Facebook via le lien que je mettrai au fur et à mesure de nos échanges dans la boîte de discussion. Si vous avez des questions aux panélistes, vous pouvez les poser dans la boîte de discussion qui est juste en bas de votre écran. Mais pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent directement via Facebook dans notre groupe privé, vous pouvez mettre vos questions, poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo en direct. Voici ma première question, M. Camille Alouin. L'Internet s'est aujourd'hui imposé comme un outil incontournable. Pour les journalistes, il fourmille de ressources et de palais d'outils qui facilitent la pratique du métier. C'est aussi le lieu où circule chaque jour un nombre impressionnant d'informations. Alors, comment un journaliste peut-il s'organiser pour dénicher dans cette masse d'informations des informations, des données qui sont utiles pour son travail? Alors, moi, ça fait partie de mes travaux de recherche, puisque j'ai fait une thèse de doctorat qui portait en partie sur la veille. Et l'idée, enfin, ce que j'ai développé dans cette thèse, c'est que, bien évidemment, il y a la veille journalistique classique en s'abonnant au fil d'agences mondiales, enfin, voilà, toutes les agences presse qui existent. Il y a bien évidemment aller regarder ce que font les collègues, ce qu'ils partagent, ce qu'ils produisent. Et moi, quelque chose que j'essaie de ramener, notamment quand je suis au contact avec des journalistes, c'est tout simplement aller identifier des sources qui ne sont pas forcément des sources formelles journalistiques. C'est-à-dire, moi, tout simplement repartir de l'idée, et par exemple une plateforme comme Twitter s'y prête plutôt bien, puis il y en a d'autres, c'est de se dire, eh bien, peut-être que sur ces plateformes-là, il y a des utilisatrices et des utilisateurs qui vont pouvoir vous alimenter en informations sur des thèmes particuliers. Et les plateformes qu'on utilise permettent de qualifier ces sources. Alors, pas avec le même mode de qualification qu'on peut enseigner classiquement quand on est journaliste, notamment parce qu'on n'a pas d'interaction forcément directe avec ces sources-là. Mais il y a quand même des éléments, comme par exemple, au-delà par exemple des chiffres, de leur nombre d'abonnés, d'abonnements, qui peuvent être quand même un indice, il y a aller regarder quels sont leurs publics, qui partagent leurs informations et est-ce que les publics aussi font écho à ce qu'attendent le ou la journaliste qui enquête, hein, est-ce que ça ressemble au public qui l'intéresse, la manière dont ces informations sont reprises et questionnées par d'autres, hein, si c'est une source qui est beaucoup remise en question ou pas. Bref,
Il y a la possibilité, c'est-à-dire de ne pas être accroché aux tendances, parce que le risque, c'est toujours de suivre les dernières tendances. Et puis, on sait que sur Twitter, on a, mais pas que dans les journalistes, hein, tout le monde a tendance à dire, oh tiens, si tout le monde en parle, c'est que ça doit intéresser tout le monde, alors que des fois, pas du tout, en fait, hein, c'est des microcosmes. Mais vraiment, c'est d'aller pouvoir identifier certains comptes, certains profils qui ne sont pas voilà, forcément les plus visibles et qui vont nous alimenter sur des sujets très précis. Et donc, c'est peut-être ça l'avantage de la veille en ligne et puis de la possibilité de varier un peu les types, la qualité d'informations qu'on va obtenir, c'est d'aller pouvoir, et c'est la magie d'Internet, j'allais dire, identifier des sources qui sont vraiment très pointues sur des sujets très précis et multiplier un peu cette possibilité de capter voilà, des signaux, des informations. Ça, c'est quelque chose qu'offre Internet et particulièrement les médias sociaux. Vous venez de dire une chose, identifier des sources qui sont vraiment pointues. Comment arriver à identifier ces sources? Alors, techniquement, si on parle des médias sociaux, on peut utiliser donc les moteurs de recherche de ces plateformes. Moi, quelque chose que j'invite toujours à faire et qui est une technique intéressante, vous cherchez une information, vous commencez à vouloir dire, OK, je veux rédiger un article sur tel sujet, peu importe le sujet. Vous allez sur un moteur de recherche parce que vous êtes devant votre ordinateur et puis vous commencez comme ça. Vous allez sur un moteur de recherche et vous allez sur un moteur de recherche et vous identifiez un site Internet qui vous paraît pertinent. Une chose à faire par rapport à ça, c'est de prendre ensuite l'adresse du site et par exemple, alors je donne l'exemple de Twitter, mais il ne faut pas se limiter à Twitter, mais et par exemple d'aller sur Twitter, de mettre dans le moteur de recherche l'adresse de l'article ou du site qui vous a paru pertinente et de regarder qui relaie ce site-là. Et déjà, d'une part, ça va vous permettre de voir d'ailleurs si l'article en lui-même est critiqué, questionné ou autre, et puis éventuellement d'identifier des personnes qui en parlent, qui sont soit des spécialistes ou pas du sujet, vous dire, tiens, et ces personnes-là qui ont relayé cet article qui m'intéresse sur mon sujet, est-ce qu'elles ne relaieraient pas d'autres informations qui pourrait m'intéresser aussi sur ce sujet-là. Et puis, vous avez aussi des outils, comme par exemple un outil qui s'appelle Href, qui vous permet de regarder les liens hypertextes qui pointent vers un site web. C'est-à-dire que vous trouvez encore une fois ce site avec cet article qui vous paraît pertinent, ce blog, admettons, avec cet article qui vous paraît pertinent. Et bien, vous pourrez regarder quels sont les autres sites Internet qui font un lien vers cet article-là. Tenter qu'il y en ait. Et comme ça vous permet d'identifier encore de nouvelles sources. Et puis, une fois que vous avez identifié ces nouvelles sources, pareil, vous pouvez aller sur les médias sociaux, peu importe lesquels, et puis rechercher si des personnes l'ont relayé, en ont parlé. Et comme ça, petit à petit, à partir d'un sujet, vous commencez à agréger en fait différentes formes de sources, et c'est ça qui est intéressant. C'est pas d'en avoir qu'une seule, c'est pas d'en avoir qu'un seul type, c'est pas d'avoir qu'une seule plateforme, c'est vraiment se dire avec un même sujet, je vais avoir une multiplicité de points de vue, de modes de traitement aussi, hein, parce que c'est des traitements qui peuvent être différents, et donc me donner la possibilité d'avoir plus d'informations, me donner la possibilité d'avoir des informations différentes, des regards différents sur ces informations, et puis éventuellement après pour faire le travail journalistique, d'avoir des personnes, s'il y a des personnes derrière ces comptes, à aller interroger, enfin voilà, à faire des interviews et rentrer en contact. Monsieur Aloin, peut-être avons-nous besoin de comprendre comment circule l'information sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous expliquer comment l'information circule sur les réseaux sociaux? Oui, ben, en fait, il y a deux moteurs principaux de la circulation en ligne. Il y a les pratiques, les usages que font les utilisatrices et les utilisateurs, vous, moi, et qui sont généralement ce qu'on va appeler des usages endogènes, c'est-à-dire que c'est une forme d'éditorialisation, on va éditorialiser par soi-même, c'est-à-dire qu'on va aller prendre un lien et puis on va rajouter un commentaire, des emojis, et puis après, par exemple, et puis après en dessous vont arriver d'autres commentaires, etc., etc. Ça, c'est la première manière dont va circuler l'information, c'est-à-dire que ça va dépendre des profils qui vont les mettre en ligne. Et ces profils-là, généralement, vous, moi, on a donc des pratiques moi j'appelle d'éditorialisation,
l'éditorialisation, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on va éditorialiser le contenu. Ces pratiques-là, généralement, en fonction de nos profils, elles vont influer sur les algorithmes des plateformes. Et donc, si on prend des plateformes qui fonctionnent sur des principes de réputation, comme en partie Twitter, comme Google, par exemple, pour les plus connus, on va dire. Là, ça va être le nombre de fois où j'ai été cité, le nombre d'abonnés que j'ai, etc., qui va propulser l'information dans les algorithmes. Et c'est pour ça que je parle de Twitter parce que je sais que les journalistes sont très majoritairement sur Twitter, donc c'est une plateforme dont on peut parler. Twitter, c'est pour ça que des fois, on voit donc de la désinformation ou des informations qui ne sont pas très justes, mais qui sont propagées par des profils, on va dire, très réputés, déjà très visibles, et donc les algorithmes reproduisent en fait cette visibilité. Et puis après, vous avez un autre mode de fonctionnement, pour faire ça un peu de manière caricaturale, qui sont les plateformes plus affinitaires. Donc là, on a Facebook, où Facebook, ce qui va les intéresser, c'est les effets, moi j'appelle ça les affects, un peu, les émotions, que produisent le contenu sur les publics. Et donc Facebook, eux, ce qu'il y a dans le cadre du message, ils s'en fichent. C'est pour ça qu'il y a de la désinformation aussi. C'est pas ça, c'est pas le contenu qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est les réactions autour de ce contenu. Et eux fonctionnent sur un principe qui est le meilleur moyen d'affecter, de générer des réactions chez une personne, c'est qu'il consomme de l'information en provenance de quelqu'un avec qui il a des relations plutôt fortes. Et donc, effectivement, si c'est votre grande-tante ou votre frère qui vous envoie une information, par exemple polémique, vous ne réagirez pas de la même manière que si c'est un parfait inconnu, vous voyez passer ça. Et donc, Facebook, eux, jouent là-dessus, et donc leurs algorithmes fonctionnent de cette manière-là. Et donc, Facebook, plus l'éditorialisation du contenu sera affective, plus la personne qui la diffuse aura des liens avec les personnes, avec un maximum de personnes proches, plus le contenu va circuler. Et donc aujourd'hui, en ligne, on se retrouve avec, si encore une fois, je fais un schéma, mais on se retrouve avec deux grandes formes, on va dire, de contenus qui circulent. D'un côté, des contenus dont l'autorité qui les produisent est devenue, moi, ce que j'appelle réputationnelle, c'est-à-dire qu'on est dans une autorité de réputation. Ça marche aussi pour YouTube, par exemple, où YouTube, on se retrouve avec, moi je le dis en tant que chercheur, avec des YouTubeurs, comme on dit, science, qui disent des fois n'importe quoi, et on voit les chercheurs dont ils parlent de leurs recherches qui sont moins écoutés qu'eux, parce que YouTube, c'est le même fonctionnement. Plus on a d'audience, plus on a d'abonnés, plus la vidéo va être visible. Et donc voilà, et on a cette circulation qui est basée sur la réputation. Et de l'autre côté, on a une circulation qui est donc basée sur de l'affectif. Et là, en fait, c'est vraiment l'intensité et affective du contenu et la proximité qu'ont les personnes entre elles qui vont favoriser cette circulation. Et au milieu, il y a les journalistes qui soit essayent de jouer sur comme dit, du clickbait sur l'affectif pour attirer l'attention, soit vont se retrouver confrontés à des autorités réputationnelles qui ne sont pas les mêmes qu'eux, mais qui des fois ont plus de visibilité alors qu'elles peuvent dire totalement n'importe quoi. J'ai remarqué qu'il y a un réseau particulièrement qui revient de façon sporadique dans votre allocution Twitter, et c'est un réseau qui attire énormément de journalistes. D'ailleurs, les journalistes s'en servent pour relayer les actualités en direct. Mais dans votre livre, La fabrique des rumeurs, vous expliquez comment la manière dont ce dispositif favorise la circulation de ces rumeurs. Mais les journalistes devraient-ils s'en méfier, ou comment les rumeurs sont-elles mises en mouvement sur Twitter? Comment les repérer facilement? Ouais. Alors, dans l'article qu'on a écrit avec mon collègue, la fabrique des rumeurs numériques, paradoxalement, on montre que le design, la forme de Twitter favorise la mise en circulation de rumeurs parce que tout simplement, Twitter fonctionne sur la circulation de l'information. Donc, encore une fois, tout est fait pour que ça circule vite et rapidement, donc une rumeur. Et paradoxalement, on montre aussi que ça permet aussi de donner une certaine puissance au démenti de ces rumeurs. Et dans cet article-là, par rapport aux journalistes, puisqu'on analyse des rumeurs qui ont circulé pendant un attentat en France, on montre qu'en fait, ces rumeurs-là ont été créées par des journalistes. Enfin, pas créées par des journalistes. Elles ont été relayées en premier lieu par des journalistes télé qui ont interviewé des personnes dans la rue quelques minutes après l'attentat, et ces personnes disaient « mais il y a peut-être ci, il y a peut-être ça, etc. etc. »
Et bon, même si les journalistes essaient de filtrer en disant nous ne sommes pas sûrs, attendons des informations, mais ça, après, à partir du moment où ça arrive sur Twitter, les gens ils entendent il se passe ça, et puis je l'ai entendu à la télé, et hop, là c'est reparti. Et là où les journalistes, en fait, je pense, devraient se méfier, entre guillemets, c'est pas tant d'être intoxiqués par ces rumeurs-là, parce que je pense que la très très grande majorité sait faire son travail et donc va recouper l'information, particulièrement dans le journalisme écrit, va aller chercher éventuellement une confirmation ou attendre que, au pire, j'allais dire, une plus grande agence presse ou un grand journal valide ou pas. Non, le danger, c'est justement de relayer soi-même des affirmations qui ne sont pas validées. Et je pense que c'est ça dont devraient se méfier le plus les journalistes qui utilisent Twitter, c'est que je parlais d'autorité, mais ils ont une crédibilité, une légitimité, les journalistes. Alors, il y a toujours les critiques derrière, les médias, mais passons, ça c'est une minorité. La majorité des gens donnent une légitimité aux journalistes et un retweet parfois. Parce que vous êtes aussi des êtres humains, puis des fois vous allez retweeter en disant en fait ça m'intéresse, ou sans mettre la casquette de journaliste, mais en fait ça donne une légitimité à ce qui est repartagé. Et parfois, ça participe à, enfin pas à lancer des rumeurs, c'est un peu fort, mais en tout cas, voilà, ça participe à certains phénomènes. Et je pense que c'est ça la difficulté pour les journalistes en ligne. C'est pour ça que certains avec qui j'ai discuté parfois ont deux comptes. Ils me disent, nous, on a deux profils. On a notre profil où on est affiché au nom en tant que journaliste, alors que ce soit freelance ou pour qui on travaille. Et puis, on a un profil avec un pseudonyme où là, on va voir les choses qui nous intéressent. Voilà, on n'est plus là avec notre façade de journaliste, parce que c'est ça souvent dont il faut se méfier, c'est mais moi le premier qui utilise Twitter, vous voyez, de manière anecdotique, je suis suivi par 10 000 personnes et quelques, c'est pas non plus énorme, mais des fois je dis des trucs sur Twitter, il y a personne qui retweet, et puis on m'en parle ensuite, on m'a dit des collègues, j'ai vu ce que tu as écrit sur Twitter, ou des étudiantes et des étudiants, je me dis oui, en fait il y a des gens qui me regardent, alors c'est pas la même chose que journaliste, mais et on a parfois tendance à oublier ça, et c'est peut-être ce point-là qu'il faut vraiment prendre en compte quand on utilise cette plateforme. L'autre question, c'est comment repérer facilement ces rumeurs-là qui sont mises en mouvement sur Twitter? Mais la grande difficulté, en fait, pour identifier principe même d'une rumeur, la grande difficulté, c'est qu'on ne peut que voir que c'en est une à partir du moment où il y a un démenti. Sauf quand on arrive dans des choses qui seraient plus les légendes urbaines ou des théories du complot, où là, souvent c'est le bon sens qui fait dire ouais, il y a un truc. Mais sur les rumeurs, souvent, on est soit dans des moments, dans des périodes qui rendent difficile le discernement. Et nous, en tout cas avec mon collègue, on a travaillé sur les attentats. Et donc, quand il y a un attentat qui vient de se passer, même si vous n'êtes pas proche de l'attentat, c'est l'urgence, il y a des informations partout. Donc là, c'est le bon moment, on va dire, pour que ça circule. Et après, il y a aussi le fait que souvent, c'est subtil, c'est du détail. Une rumeur, ça peut être 90% de choses qui sont véridiques et puis 10% de choses qui sont fausses à l'intérieur. Et l'idée, c'est d'émêler ça. Généralement, en tout cas, pour analyser des rumeurs, c'est toujours se dire, à partir du moment où cette information n'est pas recoupée, n'est pas recoupable, parce que le principe d'une rumeur, c'est qu'on a toujours du mal à trouver la source de la rumeur. À partir du moment où je n'ai pas identifié tout du moins, au moins en ligne. Et l'avantage des plateformes, par contre, c'est qu'on peut essayer de trouver le premier message. Parce qu'on peut faire des recherches chronologiques via les moteurs de recherche. On peut avoir quelque chose de chronologique. Nous, sur Twitter, on est parti à chercher le premier message, les premiers relais, en fait. Et à partir du moment où on ne peut pas, où la source des premiers messages n'est pas claire, où on a commencé à dire « oui, mais j'ai entendu ça ailleurs » et qu'on ne peut pas aller dans cet ailleurs, là, on commence à se dire qu'on est face à quelque chose qui est un peu suspect. Et puis, en final, c'est qui relaie. Et donc, quand on n'est pas dans des moments de stress intense, où même des médias reconnus peuvent relayer des rumeurs, comme le cas des attentats, donc, mais les infirment ensuite. En tous les cas, même BFM en France, je ne sais plus qui, Le Monde, bref, avait relayé cette rumeur-là, puis l'avait infirmée assez rapidement. Quand on est dans des moments hors stress, hors intensité affective, on va dire, c'est ça, c'est aller se dire, tiens, mais qui relaie ça ? Est-ce que c'est relayé par exemple, les personnes concernées ?
Est-ce que c'est qui a été la source de ces premières informations? Dans les sites de leur travail, les journalistes parfois vont chercher des idées d'articles sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Internet. Quel est le danger qui guette ces journalistes-là? Comment comment s'y prendre pour s'informer correctement? Le danger, déjà, j'allais dire, c'est peut-être un peu à côté de votre question, mais le premier danger, en fait, c'est de faire ce qu'on appelle du clickbait, c'est-à-dire de dire, je vais reprendre l'information que tout le monde a repris. Donc, pour arriver à me... Parce que je travaille aussi sur ces aspects-là, mais pour arriver à me rendre visible, je vais essayer de tourner ça d'une manière à ce que, etc. Et le risque, en fait, tout simplement, il est là en termes de sa propre crédibilité arrivé à un moment. Après, oui, le risque d'aller chercher constamment, pardon, d'essayer d'aller surfer sur la tendance pour capter ces quelques minutes d'attention sur le phénomène du moment, en fait, le risque, c'est déjà de plus prendre le temps d'aller creuser des sujets de fond. Mais ça, c'est l'économie journalistique. Et puis les journalistes en eux-mêmes, c'est pas eux qui sont, comment dire, c'est pas eux qui décident de cette économie-là et puis des commandes qu'on leur fait aussi. Hein, il y a quand même cet aspect-là. Mais le risque, en fait, c'est ça, c'est de laisser les sujets de fond et de pas avoir le temps d'aller, en fait, tout simplement vérifier ce qui se fait. Et donc, souvent, il faut mettre, en fait, je pense, un principe de proportion. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des outils. Vous savez, par exemple, Google Actualité, vous avez les flux RSS sur Google Actualité que vous pouvez récupérer et donc utiliser ce qu'on appelle un agrégateur de flux RSS. Et puis, tout simplement, à partir d'un mot-clé dans Google Actualité, regardez quasi en temps réel le volume de publication qui apparaît. Et puis, vous dire que plus le volume augmente, plus il y a de chances que l'information soit juste, avec toujours cette vérification, est-ce que ce n'est pas du copier-coller? Si vous avez l'occasion, je vous invite d'aller lire un livre d'une collègue qui s'appelle Julia Cagé, de ses collègues, qui a été paru chez un éditeur chez qui j'ai publié, qui s'appelle L'information en question, je crois. Et en fait, elle démontre très bien comment le journalisme en ligne, enfin en tout cas la diffusion, marche par du copier-coller. Et donc ils ont fait une étude très quantitative où ils montrent qu'à partir d'une information est reprise par l'AFP, alors ils ont regardé la France, hein, l'AFP en France ou un grand média français, eh ben, tous les autres vont, dans les minutes qui suivent, des fois c'est quelques minutes, copier-coller l'information sur leur site. Moi, il y a un cas de rumeur que je montre beaucoup à mes étudiantes et mes étudiants, c'est le cas de la mort de Martin Bouygues, donc un industriel français. Et en fait, un jour, un journaliste de l'AFP a appris qu'un Martin Bouygues était mort dans un village en Bretagne, pas loin du village d'origine de Martin Bouygues, donc le PDG, enfin voilà, des entreprises Bouygues, c'est TF1, etc. Et donc, il a fait une dépêche à AFP disant Martin Bouygues est mort, sans même appeler en fait Bouygues Entreprise pour savoir si Martin Bouygues était mort. Et là, en moins d'une heure, c'est devenu une alerte dans quasiment tous les journaux français, etc., 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 jusqu'à ce que des journalistes de TF1, donc la chaîne de Martin Bouygues, disent mais en fait non, il est dans son bureau en fait. Il est vivant, et que le Premier ministre français doive aussi communiquer, parce que c'est une entreprise très cotée, donc apprendre que son directeur, enfin son PDG est mort, ça peut faire chuter les actions, bref. Mais si vous voulez, il y a eu ce phénomène-là. Et donc, le risque aussi de vouloir surfer sur la tendance, c'est donc de propager ça. Et donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce que l'information, par exemple, grâce au flux RSS, est-ce que l'information est copier-coller? Parce que si 30 médias reprennent exactement mot pour mot ce qui a été dit par un, soit c'est quelque chose qui est observable, et puis il y a une vidéo qui montre que telle chose, on partage la vidéo, ok, on l'a, soit c'est la mort de quelqu'un qui n'a pas été validé par sa famille, par exemple, et là de se dire, même si 30 ou 40 le reprennent, on va peut-être laisser un petit laps de temps avant d'aller voir. Pourquoi est-il important, selon vous, pour un journaliste de faire une veille, d'organiser une veille? C'est important pour justement ne pas, ça répond à votre précédente question, ne pas se laisser dépasser par l'actualité en fait et par la vitesse, la puissance des médias sociaux numériques.
Se dire en fait sur les sujets que je maîtrise, qui m'intéressent ou auxquels on me demande de m'intéresser, parce que voilà, je suis payé pour ça, mettre en place déjà, identifier donc des sources qu'on estime pertinentes, fiables, diversifiées. Ça permet aussi de ne pas se laisser prendre de vitesse et d'avoir tout de suite des échos. Vous voyez, encore une fois, je reviens au côté source et un peu source humaine, même si on ne sait jamais qui a derrière un profil. Ça peut être, voilà, mais c'est pas des extraterrestres dans tous les cas, mais on ne sait pas qui est la personne derrière. C'est revenir en fait à cette idée que habituellement dans le journalisme, quand vous avez une information, qui arrive, eh bien, vous avez des sources. Par exemple, une information gouvernementale, vous pouvez avoir des sources dans un ministère, et puis avant de la relayer, généralement, on appelle la source dans le ministère pour dire j'ai entendu ça, est-ce que toi, tu en as entendu parler? L'avantage, comme je le disais au départ, c'est que vous pouvez multiplier ça et vous dire, OK, sur tel sujet-là, j'apprends que, et tout le monde en parle. Est-ce que les sources que j'ai mis en veille, via mes flux RSS par exemple, ou que je suis sur les médias sociaux, mais de manière ciblée, est-ce qu'elles le relaient ça? Parce qu'elles sont spécialistes de la question, elles en parlent tout le temps. Est-ce qu'elles le relaient? Et si elles le relaient, est-ce que déjà elles le mettent en doute? Est-ce qu'elles rajoutent des informations? Est-ce qu'elles y vont en disant toutes ah bah oui, on est d'accord, il est en train de se passer ça, ou c'est ça qui s'est passé? Et donc c'est ça l'intérêt d'une veille, c'est encore une fois ne pas se laisser dépasser par une information sur un sujet qu'on est censé traiter et pouvoir systématiquement se rapporter en fait à ses sources habituelles pour se dire, OK, celles-là, je les connais, en fait. Alors, ça a toujours des défauts de ne s'informer que, mais encore une fois, on parle de l'exemple d'un ministère, des fois, c'est plus compliqué d'avoir 15 sources dans un ministère. En avoir une ou deux, c'est déjà super. Alors qu'encore une fois, sur Internet, on peut prendre le temps d'aller les chercher, de les qualifier, de les observer sur un certain temps, de voir si ce qu'elles relaient, c'est intéressant ou pas. Et donc, voilà, c'est ça vraiment, je pense, l'intérêt premier d'avoir une veille bien construite. Y a-t-il un moment idéal pour faire sa veille? À quel moment faut-il faire la veille? Le matin, à midi ou le soir? Y a-t-il un moment idéal pour la veille? On continue. Après, j'ai envie de dire, la manière dont vous allez consommer votre information de veille, ça, c'est. Moi, j'aurais toujours tendance à le dire. Croisez ces informations les informations que vous collectez sur votre veille dans les médias sociaux, regardez-les au même moment que, par exemple, les flux d'agences de presse que vous regardez ou quand vous lisez la presse. Si vous lisez la presse le matin, enfin la presse, voilà, les informations, faites-le en parallèle. Si c'est le soir, faites-le le soir. Si c'est le matin, faites-le le matin. Voilà. L'intérêt, par contre, d'une veille, c'est toujours prendre un peu de temps pour classer. Alors que soit vous êtes, par exemple, on va regarder l'exemple de Twitter. Sur Twitter, vous pouvez faire des listes. Vous pouvez lister par thème ce qui vous intéresse. Vous pouvez avoir des outils comme Hootsuite, par exemple, ou TweetDeck qui vous permettent de faire du classement automatique un peu, de classer aussi les tweets que vous recevez. Si vous avez donc ce qu'on appelle un agrégateur de flux RSS, vous pouvez aussi traiter vos informations. C'est juste ça, c'est prendre un peu de temps pour classer, et puis ça peut être en fonction du volume, si vous en avez des milliers, mieux vaut le faire une fois par jour ou une fois par semaine. Mais en tout cas, voilà, tout ce que votre veille que vous allez récupérer sur Internet, si vous la considérez comme informelle par rapport à des agences presse ou la presse que vous allez lire, essayez de le lire toujours en parallèle et de dire, tiens, aujourd'hui, j'ai lu un article sur tel sujet, mais c'est vrai que j'ai déjà identifié 10 blogs qui parlent de ça et puis 30 profils Twitter. Hop, je prends ma liste de ces profils-là ou je prends dans mon agrégateur ces blogs et puis est-ce qu'eux, ils discutent ou ils ont déjà discuté du sujet dont on parle dans l'article qui m'intéresse pour avoir différents points de vue. Je rappelle à ceux qui nous suivent, à celles et celles qui nous suivent, aux participants, que nous sommes dans la deuxième phase de ce webinaire et vous pouvez poser vos questions si vous en avez aux panélistes via la boîte de discussion qui est en bas de votre écran pour ceux qui nous suivent via Zoom ou dans les commentaires sur Facebook. Monsieur Alouin, est-ce qu'il existe des outils que vous souhaiteriez peut-être suggérer aux journalistes qui nous suivent, des outils pratiques en fait pour la veille? C'est vrai, vous en avez énuméré quelques-uns déjà dans l'une de vos réponses. Moi, je vous conseille comme outil, je vais retrouver son nom, excusez-moi, moi c'est le matin ici. Oui, RSS Hall, je vais essayer de vous le partager dans le chat, comme ça vous pourrez le repartager. Vous avez RSS Hall qui est en fait un outil, un agrégateur de flux RSS
qui a cette particularité qu'il n'est pas en ligne, en fait. C'est-à-dire que vous l'avez sur votre ordinateur. Alors, il y a un désavantage à l'avoir sur son ordinateur, c'est que quand on n'a pas son ordinateur, bon, on ne peut pas y accéder, par exemple. Par contre, l'avantage inverse, c'est que vous êtes sûr que personne d'autre ne peut y avoir accès et qu'il est sur votre ordinateur et que, surtout aussi, ça vous permet d'exporter. Et cet outil est vraiment très, très, très complet. Il vous permet de faire Alors, il faut s'approprier, mais les tutoriels sont plutôt bien faits. Il vous permet, par exemple, de faire du tri automatique. Il vous permet de faire du tri automatique. Alors oui, vous voyez sur RSS All, les personnes disent de plus l'utiliser. Non, ça a été sur Wikipédia. Ça a été remis à jour. Mais il vous permet donc de faire du tri automatique. Il vous permet d'obtenir de dire par exemple quand telle information arrive, vous pouvez la classer automatiquement dans tel dossier. Si RSS All n'est plus maintenu, pardon, vous avez aussi RSS Bandy que je vous partage, qui fonctionne exactement sur le même principe. C'est sur votre ordinateur. Et donc, comme je disais, vous dites toutes les sources qui viennent, toutes les informations dans mon flux qui ont ce mot-clé-là vont rentrer automatiquement dans tel dossier. Et donc, quand vous arrivez le matin, vous lancez votre agrégateur de flux RSS, RSS Bandy, donc par exemple, et automatiquement, il va classer les informations dans les bons dossiers, puis comme ça, après, vous irez lire dans vos dossiers. Ça, c'est un gain de temps qui est quand même assez pertinent. Donc oui, plutôt RSS Bandy, maintenant, je vois que RSS All, qui est plus maintenu. Donc RSS Bandy. Vous avez aussi un outil comme Hootsuite, je vais essayer de le trouver là, qui devient payant à un certain niveau, mais qui reste quand même globalement gratuit. Et là, c'est pour Twitter. L'avantage de Hootsuite, c'est que vous pouvez déjà avoir plusieurs comptes en même temps. Donc, je vous dis, si vous avez envie de détacher un peu votre présence de journaliste de celle plus personnelle. Et vous pouvez aussi la classer, en fait. Les messages que vous recevez en fonction des comptes que vous suivez. Vous pouvez créer des listes, en fait, qui ne sont pas des listes Twitter que tout le monde voit, mais qui sont vos propres listes pour classer les profils que vous suivez en fonction des thèmes qui vous intéressent. Et encore une fois, dire, OK, sur tel thème, hop, voilà, qu'est-ce que me dit mon panel, on va dire, que j'ai mis de côté. Et donc, rien que déjà, par exemple, avec ces deux outils-là, vous avez la possibilité de suivre donc, des sources, on va dire, Internet, des sites, etc., avec RSS Bandy, et des comptes Twitter. Hootsuite marche aussi pour Facebook et pour d'autres plateformes. Instagram, vous pouvez mettre aussi sur d'autres plateformes. En tout cas, c'est utile pour Twitter. Et donc, ça vous permet déjà de faire vos classements. Ça vous permet de faire vos classements et de gagner du temps sur vos recherches. Pour s'informer sur les réseaux sociaux, quel est le réseau le plus efficace selon vous, pour les gens? J'ai envie de dire, là, ma réponse, ça dépend des publics qui vous intéressent. Vous voyez, Twitter, on est quand même dans un réseau qui est très, déjà journalistique, et on est avec beaucoup d'entreprises et avec des profils, soit de jeunes, plutôt, voilà, mais soit surtout avec des profils comme on dit en France, de cadres supérieurs, directeurs, directrices, de personnes assez éduquées, en fait. Et donc, on a certains types d'informations. Aujourd'hui, vous avez aussi un réseau qu'on sous-estime qui est LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, vous avez plein de cadres, de patrons, de personnes qui travaillent dans des entreprises et qui, là, vont relayer souvent plein d'informations. Et puis, et souvent, d'ailleurs, ils sont assez décomplexés. Sur LinkedIn. On peut commencer à dire oui, mais c'est… Voilà. Donc, vous avez ce réseau-là. Ça peut être intéressant si vous cherchez des informations d'entreprise pour trouver des personnes dirigeantes ou qui ont des rôles précis dans les entreprises. Vous avez des plateformes comme Snapchat. Si vous allez chercher des personnes plus jeunes, on va dire, sur certaines informations, vous allez en obtenir. Je sais que, par exemple, parce que j'ai une étudiante qui avait fait un très bon travail de recherche là-dessus. Je sais par exemple qu'en Afrique de l'Ouest, on parlait tout à l'heure là, avant de se connecter, un peu moins en Afrique du Nord, mais en tout cas en Afrique de l'Ouest, elle avait étudié ça sur 4 pays. Le WhatsApp est très utilisé et de plus en plus des groupes comme Telegram ou ce type de plateforme-là. C'est toujours intéressant aussi d'aller rejoindre des groupes sur ces plateformes-là pour obtenir de l'information. Mais en l'occurrence, j'ai envie de dire, voilà, tout dépend des publics qui vous intéressent. Mais s'il fallait caricaturer un peu,
Sur Snapchat, vous allez trouver plus des choses liées aux adolescents, aux plus jeunes. Sur Twitter, vous allez plus être entre personnes qui sont généralement militantes ou spécialistes de questions dont elles traitent, en tout cas qui s'intéressent à des sujets particuliers. Sur LinkedIn, vous allez avoir des cadres, donc des dirigeants, etc., sur des informations d'entreprise. Et puis sur Facebook, les groupes Facebook, là, vous allez retrouver des personnes qui sont plus proches parfois des lectorats, ou en tout cas, vous avez des groupes Facebook aussi qui sont très fortement alimentés. Je ne sais pas s'ils sont bien alimentés en termes de qualité, mais qui sont très fortement alimentés sur certains sujets. Quelle place faut-il accorder à Google Alert dans la stratégie de veille? Ah, c'est une bonne question. Google Alert, le problème de Google Alert, c'est que on ne sait pas comment il sélectionne l'information qui vous met en alerte et pourquoi il voit passer certaines choses et pas d'autres. Donc Google Alert, si vous voulez, au vu du fonctionnement de Google, et puis sans rentrer dans tous les détails du fonctionnement de Google, l'avantage de Google Alert, c'est que vous allez voir émerger les informations les plus visibles. Donc voilà, parce que Google Alert va faire systématiquement remonter les sites qui sont déjà les plus visibles, donc on va dire principalement des sites de première page. Donc, l'avantage, c'est que voilà, là, l'alerte va vraiment vous dire ça. Google Alert permet de créer des flux RSS à partir de Google Alert. On en revient à la même chose, hein, vous pouvez faire votre propre tri avec, voilà. Mais Google Alert, si vous voulez, c'est bien pour avoir des informations de surface. Des fois, Google Alert, moi je sais que j'ai des alertes que j'ai dû mettre en 2012 pour des informations qui dataient de 2012, et puis il m'envoie encore des fois des alertes et il s'est passé ça parce que le site qui a marqué 2012 dedans. C'est vraiment très flou. On va dire que voilà, c'est intéressant pour les informations de surface et puis de vous dire ok, bah là encore une fois, c'est comme Google Actualité, c'est ok. Si c'est visible, c'est que tout le monde commence à en parler. Je peux difficilement le rater. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'il faut aussi mettre en place peut-être des tableaux de bord qui permettent d'optimiser, d'analyser les informations collectées par la veille? Oui, il faut. Alors, les tableaux de bord, j'allais dire maison, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués soi-même. Ça demande quand même une certaine technicité. Après, on peut tous avoir. Moi, j'ai enseigné donc la veille un certain temps. J'ai écrit là-dessus, c'est la qualification des sources. Moi, c'est quelque chose qui, voilà. Et moi, j'enseignais plutôt dans une maîtrise à l'époque, un master, pour des personnes qui faisaient du renseignement économique. Donc, on n'était pas dans une approche journalistique, on était approche de renseignement et la qualification des sources. Alors, comme en journalisme, mais en renseignement. Tout autant, si ce n'est plus, quand on parle par exemple de renseignement étatique. La qualification des sources, c'est central. Et ça, je pense qu'on peut se créer soi-même son tableau de bord, par exemple sur un tableur du type Excel, avec les sources centrales en ligne qu'on va utiliser, et puis certains indicateurs fiables, moins fiables, crédibles, pas crédibles, avec des chiffres, des scores, de couleurs en fait qui nous parlent, et de se dire ok, ça encore une fois, l'information que je trouve, elle provient de cette source. Je regarde sur mon tableur où là cette source. Les dernières informations que j'ai vues passer, je les classais comme ça. Ou alors, comme je vous disais au début, la tactique des liens, aller regarder qui cite la source et dire ah bah cette source que je ne connais pas est citée par une source que j'ai moi qualifiée comme pas très fiable. Ok, donc je vais me méfier. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place via, comme je vous dis, un tableur du type Excel pour qualifier ce genre de choses. Nous avons une question qui nous vient d'une participante à ce webinaire. Je lis rapidement la question. Est-ce que le temps mis pour recouper l'information peut avoir un impact sur le journalisme d'agence? D'autant plus que là-bas, c'est la course au scoop. Oui. Et c'est donc, je vous disais, la collègue, la Julia Cagé, qui a écrit un livre, je crois que c'est L'information à tout prix, qui montre en fait voilà, ces phénomènes de copier-coller parce qu'on veut être les plus visibles. Et ça, c'est moins quelque chose qui est imposé par les publics, une forme
d'imposition des algorithmes des plateformes parce que là, on veut être très vite visible, les premiers visibles sur Facebook, sur Google Actualité, sur Twitter, etc. Et donc oui, ça crée, comme je disais avec l'exemple de la rumeur sur la mort de Martin Bouygues en France, ça limite les formes de recoupement parce qu'on veut aller. Et donc souvent, il y a un phénomène de mimétisme qui est je ne vais pas recouper parce que si mon voisin journaliste média l'a partagé, c'est que j'ai moins besoin de le recouper. Mais si le voisin a partagé parce qu'il a vu que quelqu'un l'avait partagé, on a moins. Et effectivement, quand on est dans la course, et je ne sais pas si c'est au scoop, je comprends votre question, mais c'est plutôt à la visibilité, la course au buzz, la course à la viralité, la course à la visibilité. Parce que généralement, un scoop, ça se travaille, alors que là, on veut capter le plus de clics le plus rapidement possible. Effectivement, on recoupe le moins possible parce que premier publié, premier cliqué. On va dire ça comme ça. Une autre question qui nous vient dans notre participant. S'il n'y a qu'un outil de veille de presse gratuit à choisir, lequel conseillez-vous? Il n'y en a pas. C'est ça le problème. De Factiva qui coûte, je ne sais pas si vous connaissez Factiva, là, qui est vraiment un logiciel de revue de presse qui coûte, comme on dit en France, qui coûte un bras. Là, tellement cher d'acheter ça. Ou sinon, la plupart de ces outils-là, ils vont être gratuits sur un nombre limité de sources. Pardon? Ils vont être gratuits sur un nombre limité de sources, la plupart des outils existants, et après, vous allez devoir payer. Donc, en gratuit, encore une fois, RSS Bandit, là, dont je vous parlais, par exemple, et que vous allez aller directement sur certains sites de presse, mettre les flux RSS, puisqu'il y a une particularité, c'est que la grande majorité des sites de presse en ligne proposent des flux RSS encore, et des alertes, et des choses comme ça. Et ça reste quand même le moyen le moins cher, le plus gratuit de faire ça. Mais là, à ma connaissance, en tout cas au dernier recensement que j'avais fait, la plupart des outils de veille de presse sont payants. Arrivé à un certain stade, vous allez devoir payer. Donc, si vous voulez du gratuit, RSS, Twitter et puis les alertes. Et c'est ce qu'il y a de moins cher. Une question un peu personnelle, Monsieur Alouin. Comment faites-vous vous-même pour vous tenir informé? Moi, j'utilise beaucoup Twitter, parce que moi, c'est un réseau que j'aime beaucoup. Mais paradoxalement, je m'en sers de moins en moins pour m'informer. Alors, pendant très longtemps, je m'en suis servi pour m'informer. Maintenant, je m'en sers de plus en plus pour discuter, en fait. Moi, ce que je fais, effectivement, c'est que moi, j'ai un agrégateur sur notamment des sujets scientifiques qui m'intéressent parce que pour vous, les journalistes, il y a énormément d'informations, mais nous, actuellement, dans la recherche, le volume de publications est juste exponentiel. Chaque jour, il y en a toujours plus. Donc, savoir ce qui est publié, rien que sur les… Moi, je m'intéresse à pas mal de sujets, mais sur mes sujets de recherche, je ne peux pas suivre, je ne peux pas lire chaque jour la dernière fois, je comptais dans mon agrégateur juste sur 5 sujets scientifiques assez larges qui m'intéressent. J'en suis à entre 30 et 60 articles scientifiques par semaine que je pourrais lire sur ce sujet-là. Et donc, j'aimerais bien avoir que ça à faire, mais je n'ai pas le temps. Et donc, l'intérêt d'un agrégateur, encore une fois, c'est que ça me permet de trier et de me dire, tiens, moi, dans mon agrégateur, il y a les noms des auteurs qui apparaissent. RSS Bandit le permet, par exemple. Et donc, je vois que cet article a été publié par tel auteur, et il est classé en premier dans mon dossier. Et donc, quand je vais lire le dossier sur ces sujets-là, je vois que tel et tel auteur que j'aime bien, que je connais, ou j'ai envie de suivre les travaux, ont écrit. Et là, je vais au moins prendre le temps de lire le résumé, de voir ce que c'est. Et pour mon actualité quotidienne, moi, j'adore la radio. C'est tout bête, hein, mais la radio, c'est quand même… Puis moi, je suis au Canada et Radio-Canada fait du bon travail. Mais Radio-Canada, où vous avez aussi RFI, qui est une chaîne radio que j'aime beaucoup parce que c'est mondial. Ils font des actualités mondiales chez RFI. Ça, j'aime beaucoup aussi écouter, moi, en tant que francophone à l'étranger. J'aime beaucoup écouter RFI parce que voilà, tout ce qui est revue un peu de presse, ça me permet de capter les grandes actualités. Mais sinon, voilà, moi, pour ma veille professionnelle, parce que c'est ça, j'ai un agrégateur. Et puis Twitter aussi me permet de suivre, encore une fois, moi je pars par des personnes, les chercheuses et les chercheurs, puis pas que des chercheuses et des chercheurs, mais les journalistes et autres, qui vraiment me semblent très pertinents et pertinentes. Et donc quand ils publient quelque chose, je le vois avec Twitter, et donc ça attire un peu plus mon attention. On va dire que j'ai accepté, pour finir de répondre à votre question, que je ne pouvais pas être au courant de tout.
je ne pouvais pas tout voir et que même si j'arrivais à tout capter, je ne pourrais pas tout lire. Donc, arrivé à un moment, je me dis, OK, je vais me concentrer sur les personnes ou les sources qui me paraissent les plus pertinentes. Et encore une fois, les grandes actualités de ma recherche, avec du retard, je sais que je les verrai, mais au moins, j'ai plus cette peur de rater quelque chose. J'ai travaillé ma peur de rater quelque chose qui est très présente chez les utilisatrices et les utilisateurs des réseaux sociaux, et puis chez les personnes comme nous, journalistes, chercheurs, qui vivons pour consommer et produire de l'information, où on se dit toujours, ouh là là, faut pas que je rate le dernier truc. Le thème de ce webinaire, c'est les astuces pour pratiquer sa veille journalistique. Est-ce que vous avez d'autres astuces à partager avec les confrères et les consoeurs qui nous suivent? Non, la seule chose que je dirais sur la veille, c'est vraiment là-dessus, c'est mon dernier conseil. N'ayez pas peur de rater des choses parce que ce que vous allez rater, de toute manière, les vraies informations croustillantes, vous les raterez pas parce que vous allez aller les chercher. Donc, vous les raterez pas. Par contre, les grandes tendances, n'ayez pas peur de vous dire je suis passé à côté parce qu'on ne peut pas tout traiter. Et encore une fois, c'est en cherchant à tout traiter qu'on se perd et qu'au final, on devient presque improductible. C'est presque paralysant. Voilà. Et moi qui ai beaucoup travaillé sur des chefs d'entreprise, contrairement à ce qu'on pense, une ou un chef d'entreprise, une ou un décisionnaire, généralement, prend des décisions à partir de peu d'informations. Parce que plus on a de l'information, plus on est paralysé. Et le risque de suivre 5000 comptes sur Twitter et de regarder le matin défiler 6000 tweets ou d'avoir 1500 sources dans un agrégateur, c'est qu'après, on ne sait plus quoi faire. Et puis, non seulement, en plus, on est frustré à se dire, oh là là, mais j'ai pas lu ça, mais j'ai peut-être raté ça. Et donc, accepter de se dire, mieux vaut aller chercher la qualité. Et en veille, c'est pareil. Le peu de sources de qualité que essayer de surveiller la terre entière. Il faut-il aussi ajouter qu'il faut être curieux? Bien entendu. Nous sommes à la fin de ce webinaire, autant pour moi, pardon. Merci beaucoup, Monsieur Camille Alouin, d'avoir accepté de consacrer votre temps pour partager ces astuces, ces informations avec les confrères, les consoeurs francophones du monde entier. Merci infiniment pour votre disponibilité. Ce fut un plaisir de vous avoir et d'avoir échangé avec vous. Et merci pour l'invitation. N'hésitez pas sur d'autres sujets. Voilà, ça fait plaisir. Et puis, bonne veille, bonne journée et à bientôt. À bientôt. Avant de partir, je souhaiterais rappeler à ceux qui nous ont suivis que nous avons lancé un petit sondage et un formulaire qui nous permet de savoir si ce webinaire a été riche pour vous, s'il a été intéressant. N'oubliez pas, ne manquez pas de le remplir et de nous dire quelles sont vos suggestions pour nos prochains événements. Merci encore et bonne fin de soirée, bonne fin de journée. À la prochaine. À jeudi prochain. Au revoir.